Merci à toutes pour ce dernier jour des Imaginales. Quand on a le plaisir et le bonheur de faire cette programmation et que Alain Damasio, même s'il y a une immense tournée et qu'évidemment on sait que fatigue parce que bon, il y a une passion autour de son livre qui est évidemment un bonheur non seulement pour lui, pour son éditeur, pour tous ceux qui aiment son œuvre, mais un bonheur pour l'ensemble des littératures imaginaires. Et on en discutait juste avant de lancer officiellement ce petit entretien. On avait constaté que hier, les journalistes du Monde se posaient la question sur un angle par rapport au livre d'Alain Damasio, qui était le rapport à la politique, non pas politicienne, mais au sens de réflexion sur la cité, l'engagement. Et c'était intéressant que le Monde ne se soit pas limité à faire évidemment l'interview de l'homme du moment dans la science-fiction française, mais le fasse avec trois auteurs qui ont traité différemment et qui abordent différemment ces questions, qui étaient Alain Damasio, bien sûr, Pierre Bordage et Jean-Michel Truand. Et voilà, c'est-à-dire qu'un journal comme Le Monde perçoit bien que c'est pas seulement un écrivain emblématique, même avec l'énorme succès qu'il mérite et qui nous rend heureux tous, mais que ce succès profite à l'ensemble du genre, profite à un certain nombre de valeurs, on va en parler aussi, que porte un certain nombre d'écrivains, mais c'est chacun à sa façon et avec sa sensibilité. Et puis évidemment, quand on a la chance de faire la programmation, même si tout le monde m'avait réclamé cet entretien, vous imaginez bien que je n'allais le laisser à personne. Donc merci Alain d'avoir accepté que je sois ta modératrice. Bien, tout petit extrait parce qu'Alain lit beaucoup mieux que moi, mais je veux quand même que tout de suite on entre dans le livre. Voilà, il est dedans. Comment tu peux savoir qu'il est dedans? À Chaville, il a un petit hoquet rieur, surpris. À ce moment-ci de l'examen final, après 79 semaines de formation où il m'a tout appris, il ne s'attendait pas, de ma part, à une aussi potache provocation. Ça m'a échappé. Son bras est toujours tendu vers la porte close, vitrée dans sa partie supérieure, afin de m'inviter à entrer dans la salle. Il me toise à plein visage avec son calme lunaire et ses yeux pères qui sont un hommage quotidien à l'intelligence. Derrière ma saillie, aggravée par mon sourire de contenance, il lit à cœur ouvert. Que j'ai peur, que j'ai honte de m'abriter derrière des vannes déplacées, alors qu'il faudrait être là, juste là, en prise, à se hisser en silence, à la hauteur de l'instant. Le furtif est dedans. Ils le savent parce qu'ils ont activé les capteurs optiques, tactiles et dermiques, la résonance magnétique et l'artillerie d'écoute. Ils ont mesuré les variations de l'hygromètre, le jeu des trains d'ondes et les infimes turbulences de l'air à l'intersection des murs. Ils le savent parce qu'ils ont au bout de leurs doigts et devant les yeux la fastueuse technologie des chasseurs de furtifs que j'ai mis 1 an et demi à apprivoiser. Cette technologie dont l'usage m'est précisément interdit pour l'examen, de manière à me mettre dans la plus nulle des postures, seul dans un cube vide de 6 mètres d'arête, face à face avec le furtif. Lorca, je te rappelle les règles, cette épreuve du cube achève ta formation, elle est éliminatoire pour l'accès au statut de chasseur, comme tu le sais. Tu as passé avec brio les épreuves théoriques et techniques. Je t'en félicite. C'était nécessaire pour se retrouver là, devant cette porte. À présent, il s'agit de prouver que sans aucune aide technique, avec ta seule intuition et ton savoir acquis, avec ton seul regard et ton seul corps, tu peux capturer un furtif. Le cube est une épreuve de synthèse qui catalyse la totalité de ce que tu as appris, construit et compris, tout son prestige. Tu t'es entraîné avec des fouines et des mangoustes, avec des robots ultra rapides, des simulacres et des artefacts de furtifs, mais rien ne remplace la traque d'un original. Quelle taille a-t-il? La taille d'un écureuil, à peu près. Il a des ailes, parfois il flotte, parfois il vole, parfois il court, comme tous les furtifs. Comment vous l'avez piégé? Voilà. On entre immédiatement dans le roman et vous avez tout de suite senti, comme je l'ai senti, comme je pense que ceux qui ont déjà commencé le roman l'ont senti, il y a une force et tout le chapitre est une entrée incroyable. Il a du métier, Alain Damasio, mais c'est ces grandes entrées dans les romans qu'on ne trouve pas tous les jours. Et là, on est comme en état de grâce, on ne sait pas quel travail il y a derrière, mais le lecteur, lui, la lectrice, elle, est totalement fascinée et sait qu'elle est d'emblée devant un grand roman. Mais au-delà des compliments, ce que je voulais demander à Alain Damasio, c'est quoi ces furtifs? Et d'où vous vient cette idée de créature, on ne sait pas au début du roman exactement de quoi il s'agit, qu'on n'arrive pas à repérer et qu'il s'agit néanmoins d'attraper? En fait, plus je réfléchis, plus je me dis que c'était en fait un fantasme que j'avais. Quand je pose les premiers mots, c'est un cahier en 2004, je l'ai encore, c'est un cahier qui sortait du Festival du Vent de Calvi, tout petit cahier comme ça, carré rouge.
où je commence à marquer l'angle mort et leur lieu de vie, etc. Et en fait, c'était le fantasme d'échapper à la société de contrôle. Voilà, c'était le fantasme de se dire, bon Dieu, le numérique vient de se coupler à la société de contrôle, on laisse des traces partout, on est complètement, même pas surveillé, mais tracé, traqué, on peut rien faire sans que ces traces nous suivent, sans laisser un sillage numérique derrière nous. Et je essayais de fantasmer la brèche, l'ouverture, la façon de sortir de ça. Quoi. Et Les Furtifs est vraiment né de ça, et né de vous savez, moi, Charles Lehmann le disait super bien, mais la science-fiction a cette capacité à incarner, à réaliser comme ça des idées qui sont bizarres, qui sont impossibles. Et cette idée de dire il existerait des êtres vivants qui échapperaient au contrôle, qui échapperaient au panoptique humain, qui seraient là depuis des millions d'années et qui vivraient dans l'angle mort de nos vies, de nos quotidiens, qui seraient dans cette salle. S'il était dans cette salle, il serait derrière la tenture, juste planqué derrière et nous écouter. J'adorais cette idée qu'il y ait des poches de liberté à l'intérieur du plus saturé, du plus surveillé, du plus vu. Quoi. Et c'est venu un peu voilà, comme ça, quoi. C'est monté comme ça, et après, tout l'enjeu d'un livre, c'est de donner une crédibilité maximum à une idée qui est en fait complètement dingue, quoi, qui est complètement liée à ce qu'on appelle le merveilleux fantastique. Quoi. Et la SF, c'est ça, c'est la capacité à tisser et à rendre cohérent des idées qui a priori ne tiennent pas debout 2 secondes. Quoi. Si à la technique on pouvait avoir un deuxième micro, ce serait sympa. C'est plus pratique pour nous deux. Très court extrait cette fois-ci. 30 lignes même pas. Ça, j'ai quelque chose de très précieux à te montrer qui confirme les hypothèses dont je t'avais parlé. J'aimerais vraiment qu'on se voit. Au bout du film, Sahar avait répondu par un silence de 10 secondes, bien tassé. Je m'étais efforcé de ne pas soupirer, d'impatience, de ne pas enchaîner à fleur de nerfs et surtout de ne pas argumenter. Juste avais-je suspendu ma respiration et respecté son silence, au bout duquel je ne pensais pouvoir entendre qu'une chose, le recul cranté de la culasse et le choc du tir plein temple. Je ne suis pas prête à te revoir leur cas et surtout pas pour embrasser ça. À la place, Sahar avait déroulé une nouvelle plage de silence, coupée par un court ressac de papier qu'on déplace, puis une plage derrière la plage, encore plus longue, encore plus plane, un authentique piège à relance, cependant j'avais tenu. Enfin est venu le miracle que j'attendais depuis 9 mois. Viens me chercher après mon cours, à 11h, ne sois pas en retard. Les ministres tournent beaucoup en ce moment. Tu seras où? Tu veux que mon cours soit interdit? Cherche. Voilà, là aussi en même pas 30 lignes, le deuxième chapitre, Proférence, pose un univers. L'univers des furtifs. Il y a d'abord un personnage, ça, on va en dire un mot après, mais tout d'abord, un cours interdit. Les gens ne sont pas libres de faire des cours dans ce monde. C'est quoi votre dystopie, Alain Damasio? On est arrivé où pour qu'on ne puisse pas faire un cours? Et pourquoi ne peut-on pas faire librement un cours dans votre univers? Ben là, oui, on est au cœur des tentatives de pousser les signaux faibles et de pousser les tendances lourdes et pas forcément totalement vues par tout le monde, qui sont propres à l'époque. Et ces tendances lourdes, on le sait, c'est le néolibéralisme, c'est la poussée vers l'ultralibéralisme, c'est-à-dire que d'essayer qu'aucun champ de l'activité humaine n'échappe à la marchandisation, qu'aucun champ de l'activité humaine n'échappe à la monétisation. Et on a réussi à le faire, enfin ils ont quasiment réussi à le faire, puisqu'on a même réussi à monétiser l'amitié, l'échange social à travers Facebook et les réseaux sociaux. Quand vous regardez, c'est quand même un coup de génie, c'est-à-dire que tous les échanges interhumains que vous avez à travers les réseaux, ils arrivent à en extraire de la plus-value, quoi. C'est ce qui est quand même incroyable comme forme du capitalisme. Et donc là, je pousse ce qui est déjà l'œuvre dans les réformes Blanquer, dans ce que nous amène le macronisme triomphant, enfin pas tant triomphant que ça maintenant, mais qui est l'idée que l'éducation elle-même va revenir au privé, va être très logiquement, c'est-à-dire que ceux qui auront les moyens de payer une éducation à leurs enfants paieront, et cher pour ça, et ça leur permettra de former les élites, et puis les autres, ils seront laissés à eux-mêmes très tôt, peut-être à l'âge de 12 ans, à l'âge de 14 ans, parce que ça n'intéresse pas le capitalisme de former des gens qu'on peut de toute façon former en une demi-journée, parce que la plupart des jobs qu'on propose aux gens, c'est des bullshit jobs qu'ils apprennent en une demi-journée. Donc il n'y a plus d'intérêt à avoir une éducation nationale, et donc je pousse ça en 2040, simplement en disant il y a des milices qui protègent l'enseignement privé, et si tu enseignes de façon libre dans la rue pour permettre aux gamins des cités d'apprendre un peu quelque chose, tu es accusé d'exercice illégal de l'enseignement, et c'est interdit. Donc voilà, mais c'est simplement pousser des tendances qui sont déjà là, simplement on n'a pas été au bout, et j'espère qu'on n'ira pas au bout parce que les résistances se mettent en place, que les profs résistent, que les parents d'élèves résistent, que les élèves peut-être résisteront.
Et c'est un combat qui est encore incertain, mais si on laissait les choses aller, on arriverait effectivement à ce type de société, où on est proférant, c'est-à-dire qu'on est un prof qui erre pour aller chercher ses élèves et leur permettre d'acquérir quelques maigres connaissances dans des quartiers qui ont été complètement lâchés par l'éducation nationale. Mais oui, ça se profile quand même. Hein. Donc c'est montrer ça et montrer en même temps la résistance. Sacha, un personnage, en 2 mots, pour le poser. Pardon ? Le personnage. Ouais. Le personnage de Sahar, donc bon, il est très inspiré évidemment de ma compagne qui est professeure de français, qui est une très très grosse militante, on va dire, donc qui est membre de la CNT notamment et qui se bat énormément et qui est surtout une prof extraordinaire avec une passion viscérale pour l'enseignement et qui fait vraiment 1 à 2 heures de préparation pour 1 heure de cours, même après 25 ans de carrière comme elle a. Et ce personnage, il tenait beaucoup au sens où je voulais en faire un personnage à la fois habité par la grâce, c'est-à-dire que c'est un peu mon idéal féminin, c'est-à-dire que moi la notion de grâce c'est quelque chose qui me touche énormément. Et je voulais à la fois qu'elle porte cette dimension de grâce et en même temps cette dimension tumultueuse qu'ont les authentiques militants et militantes, c'est-à-dire ce côté... moi ma compagne c'est constamment comme ça, c'est-à-dire que elle fait les manifs, elle aide les femmes sans papier qui travaillent dans les hôtels de luxe de Marseille qui sont exploitées, etc. Elle est sans arrêt dans des luttes, en montant, descendant, selon si la lutte est en train de réussir ou pas réussir. Parfois elle est désespérée, parfois elle est dans une euphorie dingue parce qu'une lutte justement est passée et a réussi. Et ça donne un caractère qui malgré la grâce, est très tempétueux, quoi. Et ça m'intéressait vraiment de poser vraiment un personnage comme ça, qui soit pas cet idéal féminin un peu aérien, un peu gracieux, un peu vu du côté de l'homme hétéro habituel. Et je voulais pas non plus poser uniquement une sorte de militance un peu bas du front ou trop terre à terre. Donc je voulais cumuler ces deux dimensions. Et en plus avec quelqu'un, un personnage qui a décidé de faire le deuil de la disparition de sa fille pour survivre, parce que sinon c'était le suicide, et qui décide de prendre cette décision incroyable parce qu'ils savent pas si leur fille est morte, si elle a disparu, où elle est. Qui décide de dire ma fille est morte et il faut que je continue ma vie, quoi. Alors que le père dit, lui est dans l'illusion ou pas, on ne sait pas, de dire non ma fille elle a disparu mais elle est encore vivante. Voilà. Donc j'aimais bien opposer ces 2 façons de réagir au deuil et à la disparition. Réagir au deuil et à la disparition, un thème qui vous touche parce que vous avez 2 filles, Alain Damasio. Est-ce que ça change profondément l'écriture d'avoir des enfants ? Quand on est un écrivain engagé et parfois virulent comme vous, ou du moins motivé pour dire un certain nombre de choses et pour ne pas mâcher vos mots. C'est profondément, c'est une révolution personnelle, c'est une révolution... Moi je me souviens d'un copain qui m'avait dit, tu sais, tu prends une barre comme ça, et puis au bout de la barre tu mets moi d'abord, et à l'autre bout de la barre tu mets les autres d'abord, tu sais. Puis moi, comme beaucoup de gens célibataires, j'étais sur le moi d'abord à 95%, tu vois, au bout de la barre. Puis les enfants apparaissent et tu te rends compte qu'il y a quelque chose avant au bout de la barre, c'est eux. Et toi, tu passes en second, et c'est instinctif, c'est viscéral, c'est quelque chose que tu contrôles pas, que tu décides pas. Ça a tout changé pour moi parce que j'ai vu la vie réapparaître, quoi. C'est-à-dire que comme tout le monde, j'avais vraiment une belle enfance, je pense qu'à 10 ans, une adolescence dégueulasse, en tout cas que j'ai très mal vécu avec les séparations de mes parents, etc. Et cette partie de l'enfance, je me suis rendu compte que je l'avais encapsulée en moi, je l'avais protégée, c'est comme un kyste d'enfance que j'avais gardé au fond de mes tripes. Et quand mes filles sont nées, j'ai pu refaire tout ce chemin, j'ai pu redécouvrir tout ça. Et j'ai pu redécouvrir ce que je cherchais dans mes bouquins de façon très forte et constante depuis le début, depuis la zone d'or, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire être vivant, voilà, qu'est-ce que ça veut dire être un être vivant et qu'est-ce que ça veut dire avoir une vitalité profonde, une capacité de jouer en permanence, une capacité d'innover en permanence, d'acquérir énormément de choses en permanence, quand tu les vois apprendre le langage, quand tu les vois découvrir la neige, quand tu les vois découvrir la mer, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est ce que dit Épicure, vit chaque instant comme si c'était le premier, eux ils vivent chaque instant comme si c'était le premier parce que effectivement c'est le premier. Et ils te remontrent ça, ils te font rééprouver ça, et du coup le modèle des furtifs, je l'avais devant moi en fait en réalité, parce que les furtifs pour moi c'était la plus haute incarnation du vivant que je voulais mettre en place. Et je l'avais tous les jours devant moi avec Alyosha et Kaliori, mes 2 filles, quoi. Et donc ça a changé tout, voilà. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'en un sens ça m'a empêché d'écrire, au sens où moi je ne peux écrire que dans l'immersion et l'isolement le plus total, et je ne pouvais plus faire ces sessions d'isolement que je faisais quand j'étais célibataire. Donc pendant très longtemps, c'est pour ça que j'ai attendu 15 ans, c'est que pendant très longtemps, elles n'étaient pas assez grandes pour que je puisse à nouveau me réisoler et travailler comme je l'entendais. Et en même temps, sans elles, il n'y a pas de roman, quoi, tu vois. Enfin, les furtifs n'existeraient pas du tout, ni sous cette forme,
ni avec cette intensité, parce que c'est elles qui ont porté qui sont le point de fuite, quoi, la ligne de fuite du livre, quoi, et qui porte toute cette vitalité. J'ai juste eu à la transcrire dans le personnage de Tishka, donc j'avais un modèle quotidien et vivant, donc c'était génial. Ouais.